l'association Héritage de Brice, en fait, donc les demain l'entreprise, ils ont été lancés il y a 2 ans pratiquement, oui, 2 ans maintenant, en mars 2020. Peu à peu, donc pour penser l'entreprise de demain, le management de demain, comment on peut faire évoluer les choses et vers plus de liberté quelque part, plus de confiance. Au fur et à mesure de ça, donc Jean-François est venu nous rejoindre assez régulièrement, a fait quelques interventions assez fantastiques. Et peu à peu, on s'est dit, tiens, c'est bien d'avoir sur tous ces principes de management par la confiance, par l'engagement, etc. Il y a des gens qui font des conférences, genre Jean-François, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, il y en a qui vont en faire ici. Il y a des livres qui sont écrits, mais il n'y a pas de pérennité, de présence pour pouvoir pas forcément seulement accompagner, mais simplement discuter sur qu'est-ce qui se fait, comment ça peut se faire. Enfin, une pérennité qui puisse appuyer les gens pour avancer sur ce chemin. Et on s'est dit que ça serait vachement intéressant de créer une association qu'on a créée, qu'on a appelé Héritage d'Aubris, le Lab, parce qu'à la fois c'est l'héritage et la transmission, mais à la fois c'est l'évolution au sens. Francis Sansberg a réussi à se connecter, c'est génial. Et à la fois c'est l'évolution par rapport au monde, comment ça peut bouger, etc. Donc, on a créé cette association maintenant, il y a complètement fin 2021, donc avec les personnes qui sont pour l'instant au centre, c'était Emmanuel, Franck, Cyril, Jérôme et Jean-François, et se sont venus depuis Claire, Emma. Donc, ce sont avec l'idée qu'on a à la fois des gens qui sont effectivement consultants, mais spécialistes vraiment de l'entreprise et qui ont vraiment fait des choses en entreprise, des gens qui ont fait historiquement des choses en entreprise. Moi, j'ai été directeur des opérations dans différentes boîtes, etc. Jérôme est patron de sa mini-entreprise chez Acorus. Jean-François, on sait ce qu'il a fait chez Favi. Emma est chez Orange. Claire a travaillé en entreprise et maintenant elle est en train de travailler sur tout ce qui est processus de facilitation, etc. Et on est en train de construire quelque chose pour pouvoir donner une présence, une permanence de présence à tous les gens qui s'interrogent sur comment peut évoluer le management, comment on peut faire plus dans la confiance, comment on n'est plus dans l'époque où ça devait être dirigiste, mais autant comment par rapport à un monde qui bouge énormément, qui est constamment mobile, ben forcément c'est en déléguant aux gens qu'on va pouvoir s'adapter. C'est avec le pourquoi et le plaisir à faire que ça va pouvoir se faire. Et donc, on a intégré le demain l'entreprise comme un des outils, un des moyens, une des approches possibles pour cette association. Héritage de Brice le Lab, qu'on nomme aussi ZH Lab, pour faire plus simple. Et le site, vous pouvez le trouver, il est encore en construction, hein, plein de choses à améliorer, sur zh-lelab.com. Donc, si je reprends juste par rapport à ces réunions, vous pouvez aussi vous inscrire sur le LinkedIn. Il y a un groupe Demain l'entreprise qui permet d'avoir en direct l'information. Et on va voir comment on fait évoluer les choses. On a fait un certain nombre de réunions depuis début 2020, je ne vais pas les reprendre, mais on a travaillé pas mal de thèmes sur le penser autrement, mais aussi des outils, genre l'idéation, le co-développement, etc., qu'on a expérimenté en commun. Et notre idée pour ce demain l'entreprise, il faut que j'accueille quelqu'un. Ah non, c'est quelqu'un qui m'a mis la rançon de la gloire. Du coup, il faut que je ferme le truc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois des témoignages de Jean-François Vaudobris. Vous allez voir, il y a Alexandre Gérard qui va témoigner, donc qui a vraiment transformé complètement une entreprise. C'est le type qui a piloté Chronoflex, qui a écrit le livre Le patron qui ne voulait plus être chef. Donc, il va y avoir pas mal de témoignages. Il va y avoir aussi, il y a des tests, des expérimentations d'outils, idéation, co-développement. Et puis, il y a aussi des notes de lecture. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble et inventer ensemble. Aujourd'hui, l'idée, c'est de partager des notes de lecture d'un bouquin de Simon Sinek. Vous savez, Simon Sinek a une vidéo il a écrit un bouquin, mais il y a une vidéo qui est très géniale, qui est comment on doit penser le why avant le comment, enfin le why avant le how et le what. Donc, ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. On parle de son livre aujourd'hui. Et la fois prochaine, alors ça ne veut plus marcher,
Et le 21 avril, il y aura une intervention de Emmanuel Franz Mercadal, qui est un type qui était d'abord chasseur de tête d'une certaine manière, oui, chasseur de tête, qui a ensuite s'est dit, je veux peut-être faire autre chose, et j'ai vu comment sont les gens, et il s'est mis, il est devenu ostéopathe, voilà. Et puis, devenant ostéopathe, il s'est dit, il faut que je comprenne pourquoi les gens, quand finalement, ils sont peut-être pas bien dans leur corps, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses avant qui se sont passées. Il est devenu psychologue et il est mentor de hauts dirigeants aussi. Donc, il va nous faire une présentation de le leadership aligné, tête, corps, cœur. Comment, si on est bien aligné tête, corps, cœur, soi-même en tant que patron, à ce moment-là, l'entreprise va pouvoir aussi être alignée et agréable à vivre et en même temps performante en conséquence. Et le 19 mai, il y aura Alexandre Gérard qui va faire un témoignage et on a d'autres témoignages et autres à venir. Je vais passer la parole à Cyril pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Vous n'hésitez pas à lever la main ou dire, moi je ne vois pas forcément qui lève la main, mais vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin et si vous avez des questions d'ailleurs. Et Cyril, je te passe la parole. Super. Merci Emmanuel. Tu peux passer au slide suivant. Donc, l'idée, c'est effectivement en une demi-heure de faire non pas un résumé du livre, mais plutôt les points clés que nous, on a retenus, Franck et moi, sur ce livre qu'on recommande très souvent aux gens qu'on accompagne. Et alors, c'est intéressant, Emmanuel, que tu aies mis dans ton titre comment être un bon leader ou un truc comme ça. Parce que en fait, Simon Sinek, il parle plutôt de vrais leaders. Donc, c'était une parfaite introduction, merci. Le contre-pied. L'idée étant de dire il y a des éléments qui participent au leadership, et, il y a des éléments qui participent pas forcément au leadership. Et après, bon mauvais leader, ça appartient à chacun de juger. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre de générer de l'engagement dans l'entreprise ou dans l'organisation avec du leadership. Et si il y a du leadership qui est créé par des personnes dans des situations de leadership, alors ça crée du followership de l'autre côté. Et on peut tous être leader sur un sujet, follower sur un autre, ou l'inverse. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui crée ce leadership à un moment donné. Donc, avec Franck, on a retenu plusieurs notions où on s'est dit, parce que le livre est super intéressant, comme d'habitude, Simon Sinek, qui va chercher plein de choses un peu partout, ça veut dire qu'il a inventé tout ce qui est écrit dans le livre, mais il a bien synthétisé et il lui donne du sens. Donc, les 5 points qu'on a retenus, c'est l'importance du cercle de sûreté, les hormones qui régulent nos comportements. Il y a une grosse partie du livre là-dessus, et on va y revenir. Le côté abstraction, finalement, quand on ne connaît pas les gens, c'est beaucoup plus facile d'être un mauvais leader que quand on connaît les gens, sur lesquels on est beaucoup plus impliqué. Du coup, la confiance et le nombre d'or de Dunbar, on verra qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Donc, comment on recrée de l'intimité dans des organisations qui peuvent être grandes. Et puis, finalement, l'influence systémique des leaders sur la culture de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'organisation, quelqu'un qui est en situation de leadership va influencer les autres, va influencer leur comportement, et du coup, ça influence la culture globale de l'entreprise, voilà, sans qu'il y ait une action spécifique, juste par l'exemplarité. Ça, c'est Du coup, leadership et sécurité, on va faire une première analyse de quel est le rapport entre avoir du leadership et la sécurité au sein de l'équipe ou de l'organisation dans laquelle on intervient. Tu me dis quand je passe les slides. Vas-y, quand j'arrête de parler. Alors, le cercle de sécurité, c'est moi qui vais vous en parler parce que c'est mon dada. La première chose que postule Simon Sinek dans ce livre-là, avec pas mal de références, d'études, etc., hein, c'est pas une croyance, c'est quelque chose qu'il a vu. Il prend souvent dans ce livre-là, il prend souvent des exemples à l'intérieur de l'armée et du corps des marines, mais qu'il a vu en entreprise et qui est constatable, c'est que
si on veut que l'équipe se comporte en équipe, il faut pouvoir lui donner un cadre à l'intérieur duquel elle se sent protégée des dangers extérieurs. Le cercle de sécurité, c'est quelque chose qui pourrait presque être traduit physiquement, parce qu'on est dans le même open space et que cet open space-là, c'est cette équipe-là, etc. Mais toujours est-il que c'est l'endroit où on permet aux gens d'être le plus eux-mêmes possible. L'idée, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de cet endroit-là, on puisse être qui on est, on puisse dire ce qu'on a envie de dire, on puisse essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Et le cercle de sécurité n'existe que si le leader le met en place, c'est-à-dire le dit en même temps que le vit. Il résulte du fait que le cercle est présent, le fait que les collaborateurs s'expriment, n'aient pas peur de faire des choses, n'aient pas peur de dire des choses, n'aient pas peur d'être eux-mêmes. Et tant qu'on ne met pas ça en œuvre, ce qui est expliqué dans le livre, tant qu'on ne met pas ça en œuvre, on ne peut pas avoir réellement d'entraide entre les membres de l'équipe, on ne peut pas avoir réellement d'efficacité ou de performance de chacun, et on ne peut certainement pas avoir prétendre que les collaborateurs se sentent bien. Alors, on va vous expliquer derrière tout ce que ça veut dire et pourquoi, d'après lui, hein, mais l'une des idées les plus fortes, celle que retiennent à peu près toutes les personnes qui lisent ce bouquin, c'est celle-là. Et s'ils ne mettent en œuvre que celle-là, c'est déjà un changement radical par rapport au fonctionnement d'un très, très grand nombre de boîtes. Je te propose de passer au slide d'après. Alors, effectivement, comme le dit Franck, si on veut qu'il y ait qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait du progrès, qu'il y ait de l'expérimentation, le cercle de sécurité est essentiel. D'ailleurs, évidemment, ce cercle de sécurité remonte à très longtemps, puisque Homo sapiens, il y a 10, 15, 20, 30 000 ans, vivait en tribu. Et en fait, en dehors de la tribu, il y avait évidemment beaucoup de menaces, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient par des proies potentielles, qu'elles soient d'autres tribus, qu'elles soient la faim, si jamais effectivement on n'avait rien à manger. Et donc la tribu, c'était un cercle de sécurité dans lequel on prend soin les uns des autres. Et donc ça remonte à loin dans notre conditionnement d'humain. Ça va effectivement un peu plus loin que simplement l'histoire. Nous sommes des mammifères, et dans le cerveau premier, en reptilien, reptilien pour des mammifères c'est bizarre, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, dans notre cerveau reptilien, il est encodé le fait qu'on accepte la présence parmi nous d'un alpha. L'alpha, c'est celui qui est le plus fort du groupe, théoriquement, représente le groupe et protège le groupe. C'est pas grave s'il fait tout ça, qu'il ait des privilèges, à savoir qu'il bouffe en premier, qu'il ait le choix de toutes ses compagnes et de répandre ses gènes, etc. Parce qu'en échange, il permet au groupe de fonctionner en tant qu'équipe. Ce qu'il tire comme conclusion à partir de ces choses-là, c'est deux choses qu'on a trouvées hyper intéressantes dans le bouquin. C'est que souvent, quand on aide des personnes qui ont des problématiques d'équilibre perso-pro et qui vivent mal le travail, il y a au cœur de ça la différence, le delta entre le fait que la personne se sent plutôt bien chez elle et plutôt mal au travail. Et le cercle de sécurité, c'est permettre qu'on ne se sente pas plus mal au travail qu'à la maison, et même si c'est pour ça on accepte que son chef il soit mieux payé que soi, on accepte éventuellement que son chef il ait une place de parking, okay, voire une voiture de fonction.
Et il y a une deuxième chose que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que on ne peut pas le dire de façon assurée, mais peut-être que c'est une des explications pour laquelle en anglais une entreprise ça se dit company, et que ce soit donc une variation du mot latin et français le fait d'être en compagnie, en groupe. Donc c'était quelque chose qui nous a paru assez intéressant à noter. Et juste pour compléter, pour revenir sur la notion de leader, dans le sens protecteur, alpha, je pense qu'aujourd'hui, dans les organisations où il y a des grands patrons qui sont très bien payés, ce qu'il dit, Simon Sinek, c'est que lorsque on trouve ça anormal que ces personnes soient trop payées, c'est pas tellement le chiffre de leur salaire, c'est qu'elles ont été en situation de ne pas protéger plutôt les salariés. Et que donc, si quelqu'un est très bien payé, mais a une société qui fonctionne très bien, qui embauche et qui, effectivement, quand il y a des coups durs, trouve des solutions pour éviter que ce soit les salariés qui trinquent, alors il n'y a pas la même réaction que quand c'est les patrons qui partent avec un golden parachute. Et là, on se sent trahi parce qu'ils ont trahi leur rôle de leader, quoi. Ils n'ont pas protégé les salariés. Voilà, donc le cercle de sécurité, c'est finalement un groupe de personnes qui partagent des croyances, des valeurs communes, et résultat, ils peuvent se faire confiance. Et cette confiance leur permet en fait de être capable de se sentir bien, de savoir qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, et que donc ça va générer de l'engagement, du travail et du sens. C'est-à-dire que dans une équipe où on se sent bien, dans une équipe où on a l'impression qu'on peut compter les uns sur les autres, on peut travailler beaucoup et faire du surmenage, mais c'est plus difficile de perdre le sens de pourquoi on est là, versus des entreprises où, au contraire, on se sent en insécurité. On travaille beaucoup, mais on n'a pas la sécurité et on comprend pas, on n'a pas la réassurance que les personnes à côté de nous vivent la même chose. Donc, l'empathie, souvent dans les organisations, elle vient aussi du fait qu'on se sent en sécurité. Alors, deuxième point relevé par Simon Sinek, il dit finalement, si on regarde les comportements humains, ils sont énormément induits par des substances qui sont générées par le cerveau et qui permettent de réagir d'une façon ou d'une autre à des stimuli qui sont externes. Donc là, on voit des hormones dont on va reparler juste après, mais effectivement, il va y avoir des hormones qui vont nous permettre de nous comporter d'une certaine façon et des hormones qui vont nous permettre de comporter d'une autre façon. Donc ça, c'est l'aspect mécanique des neurosciences. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est de savoir qu'est-ce qui génère la sécrétion de telle hormone et qu'est-ce qui génère, comme comportement de leadership, la sécrétion d'une hormone qui va avoir un effet différent. Avec le progrès des neurosciences, on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation directe entre la production d'hormones par ce qui est à la base de notre cerveau, là, hypophyse et puis thyroïde principalement, et les sentiments que l'on perçoit, les sentiments qui sont les nôtres. La nature faisant les choses, je ne sais pas si elle les fait bien, mais en tout cas les faisant après beaucoup d'expérimentation et beaucoup de travail sur des milliers d'années, les hormones, elles ont un but. Mais elles ont un but qui existe depuis qu'on vivait en tribu dans des cavernes. Et donc, il y a des choses qui existent par rapport à des fonctionnalités qu'on utilise peu, mais comme elles existent, elles ont toujours le même objectif et donc impact sur nous. Et l'idée qui met en avant, c'est que elles étaient utiles dans une logique de nous dans la nature. Elles peuvent être utiles toujours dans une logique de nous dans notre nouvelle nature qui est le monde du travail. En revanche, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut savoir comment elles fonctionnent, parce que toutes sont utiles, mais elles n'ont pas toutes la même utilité et elles ne sont pas toutes utiles sur la durée. Donc,
Sinek fait ou Sinek, je ne sais pas comment on dit, fait un parallèle entre ce qu'on vous a expliqué juste plus tôt sur l'histoire du cercle de sécurité et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue hormonal en nous, la notion de sécurité et celles qui ne sont pas une notion de sécurité. La reconnaissance et ce qui n'est pas la reconnaissance. La satisfaction et ce qui ne l'est pas, le stress, etc., etc. Et il l'explique biologiquement. Donc, première hormone dont on va parler, c'est la sérotonine, que lui a renommé l'hormone du leader, parce qu'il considère que c'est l'hormone du leadership, qu'elle est responsable du sentiment de confiance, de fierté qu'on peut avoir. Donc, si vous, dans une situation de leadership, vous donnez la reconnaissance aux personnes avec qui vous travaillez, ça va générer chez eux du bien-être. Et ce bien-être, il est généré par la sérotonine. Et la conséquence de cette hormone est qu'elle encourage finalement à tisser des liens, à coopérer, parce on est fier d'être là où on sait qu'on est à notre place et qu'on sert à quelque chose. Ça, cette reconnaissance-là, elle génère de la sérotonine. Par ailleurs, l'ocytonine est une hormone qui lui appelle l'hormone de l'attachement, parce qu'elle produit finalement c'est le produit chimique de l'amour. Quand on ressent de l'amitié, de l'amour pour quelqu'un, ça provoque, notre cerveau nous le fait sentir en diffusant de l'ocytonine. Donc, c'est pour ça que quand on est avec des amis, avec des proches, avec des collègues avec qui on s'entend très bien, eh ben, on passe un bon moment parce que on a dans nos veines cette hormone de l'ocytonine qui nous fait nous sentir bien et qui nous fait aussi nous sentir d'avoir envie d'être généreux avec les autres. Tu peux passer? On t'entend pas, Emmanuel, si tu parlais. Excuse, je te coupe juste pour dire, moi, par rapport à la sérotonine, par exemple, j'ai intégré par la présentation que tu fais, je connaissais ces éléments-là, mais en fait, chacun va avoir pas forcément besoin de la même degré de reconnaissance pour générer le même niveau de sérotonine. On a tous besoin de sérotonine, mais certains, il va peut-être falloir plus de reconnaissance, Oui. d'autres moins de reconnaissance, etc. Enfin, c'est comme ça que je rebondis, mais je trouve vachement intéressant de l'avoir posé sur la sérotonine en se disant, on a tous ce besoin-là, et après, il faut l'alimenter de manière différente. Yes. Voilà, je te repasse la parole, excuse-moi d'avoir coupé à ce niveau-là. Non, pas de souci, tu peux passer d'ailleurs au suivant. Alors, il y a deux autres hormones sur lesquelles il s'arrête beaucoup, c'est l'endorphine et la dopamine. Alors, l'endorphine, ceux parmi vous qui font des sports d'endurance, par exemple, sont censés connaître ses effets, puisque c'est l'hormone que génère notre corps quand on commence à avoir mal. C'est l'hormone qui masque la douleur physique en générant un certain niveau de euphorie pour notre organisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs, eh ben, il fallait pouvoir courir longtemps. C'était presque plus important de pouvoir courir longtemps que de courir vite. Et c'est ce qu'on ressent quand on a fait un jogging ou de la natation ou du vélo, etc., après, qui fait qu'on est bien. C'est le fameux athlete high, hein, le fait d'être un petit peu shooté, parce qu'une fois qu'on n'a plus mal, eh ben, elle est toujours là et on en perçoit les effets bénéfiques plus fortement puisqu'il n'y a plus besoin de compenser. Et le deuxième, c'est la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, qui est mon hormone préférée. C'est celle c'est notre carotte. Vous savez, quand on parle de la carotte et du bâton, c'est la carotte qu'on a. C'est celle qui nous fait nous sentir bien quand on a réaliser quelque chose. Et donc, c'est une des rares hormones qui peut vraiment générer de la dépendance au sens physique du terme. Même si on peut considérer que les gens qui courent tous les jours sont sans doute shootés à l'endorphine aussi. Voilà. Donc, on le voit que finalement, l'ocytonine et la sérotonine, c'est des hormones qui vont générer des comportements plutôt altruistes, dans lesquels on va renforcer nos liens sociaux, on va favoriser la collaboration. En gros, ça permet de créer au sein d'un groupe plus de relations et d'interactions
positive. Les endorphines, hein, qui nous permettent de travailler longtemps, de se défoncer au travail, ou la dopamine qui permet d'avoir un super plaisir parce qu'on a réussi un challenge, c'est des hormones plus individuelles, donc dites plus égoïstes, parce que finalement, c'est des hormones qui nous permettent d'avoir un sentiment d'accomplissement personnel, mais pas collectif. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'elles sont aussi intéressantes comme hormones nécessaires à la réussite, mais que l'ocytonine et la sérotonine sont plutôt des hormones qui favorisent le collectif, la dopamine et les endorphines plutôt de la réussite individuelle. Donc, le cortisol, c'est une autre hormone dont on n'a pas parlé, qui est une hormone aussi très utile. On l'appelle l'hormone du stress, parce que c'est une hormone qui va nous permettre de nous mettre en action. Face à un danger immédiat, on a une sécrétion forte de cortisol qui nous permet en fait de accélérer le rythme cardiaque, d'optimiser l'utilisation du glucose, et puis aussi de mettre de côté certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément essentielles à la survie, à l'instant T. Alors typiquement, Franck parlait des hommes de Cro-Magnon. J'imagine que quand il y avait un tigre avec dents de sabre qui se pointait, une grosse dose de cortisol pour pouvoir réagir. Et donc, il y a certaines fonctionnalités comme par exemple le système immunitaire qui est un peu déconnecté pendant ce moment-là parce que ce n'est pas essentiel. L'important, c'est de pouvoir courir vite. Donc, les effets négatifs, si on abuse de cette hormone et qu'on en utilise trop souvent, c'est que ça peut, à force, enlever une partie de l'énergie, avoir des troubles du sommeil, prendre du poids ou au contraire en perdre, avoir des difficultés à mémoriser, être de mauvaise humeur, faire de l'hypertension. Donc forcément, le cortisol, c'est bien pour réagir vite. Par contre, à haute dose et dans la durée, ça peut être négatif. Et le cortisol, c'est une hormone qui est générée par le danger, comme l'a expliqué Cyril. Le danger, ou quelque chose qui se rapproche du danger dans le contexte de l'entreprise, c'est le stress, la trop forte pression, l'incompréhension quant à pourquoi on fait les choses. Et c'est là que Sinek boucle avec le cercle de sécurité, c'est que si on ne met pas un cercle de sécurité autour de son entreprise, de son équipe, quand on est un leader, eh bien alors les collaborateurs vont se retrouver confrontés à ce stress dont on vient de parler, le stress lourd, le stress répétitif, le danger éventuellement, parce qu'on a une autre équipe qui est en compétition contre nous, ou parce qu'on ne sait pas quels sont pourquoi on fait les choses, on va générer du cortisol. Enfin, les collaborateurs, nous, on va générer régulièrement, plus ou moins fortement, beaucoup de cortisol dans notre organisme. Et il n'est pas fait, notre organisme, pour accepter aussi souvent, aussi fréquemment et aussi longtemps des quantités de cortisol. Le cortisol, c'est lutter contre le danger grave. Tous les jours, si on sécrète du cortisol, on ne va plus pouvoir performer aussi bien, on va se dégrader et on va se retrouver dans un contexte de déperdition, autant de performance que de motivation, que de capacité. Donc, quand on entend parler de managers qui disent « mais moi, j'aime bien un peu stresser quand même mes équipes, etc. », c'est des gens qui n'ont pas connaissance de l'effet du stress sur l'organisme de leurs collaborateurs, puisque sinon, ce qu'ils expliqueraient, c'est qu'ils aiment bien dégrader les compétences et les capacités de leur équipe. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, le management par le stress, le management par la pression, qui sont des choses qu'on a entendues, qu'on entend encore. Alors évidemment, ça fait beaucoup penser aux années 80 et aux traders, etc. Mais on le retrouve. J'ai encore parlé la semaine dernière avec un patron de département qui disait « moi, j'aime bien mettre une petite dose de pression sur mes collaborateurs ». Et comme j'étais en train de réviser le bouquin pour pouvoir en parler avec Cyril, je vais envoyer le bouquin pour qu'il lise cette partie-là, pour que peut-être il revoie ses principes. Alors, troisième élément qu'on a retenu, c'est l'abstraction, alors que Simon Sinek appelle le tueuse de l'empathie. C'est-à-dire que, selon lui, un des effets du non-leadership, pour dire plutôt que du mauvais leadership, c'est quand on est loin des personnes avec qui on travaille,
et que finalement, ça devient des abstractions. C'est-à-dire que si effectivement, vous ne connaissez pas, vous êtes des noms dans une organisation, je peux prendre des décisions plus facilement que si c'est mon collègue de travail que je vois tous les jours. Et si je prends une décision, ça va l'impacter directement et je vais voir sa réaction. Donc, plus on est éloigné des personnes avec qui on travaille, moins on les connaît, plus ça crée de l'abstraction et plus ça va jouer sur ce qu'on appelle le leadership. Simon Sinek insiste beaucoup sur l'empathie des leaders. Si vous avez le temps, au-delà de la vidéo que Emmanuel a présentée, a mentionné au début de la session d'aujourd'hui, il y a une deuxième vidéo de Simon Sinek qui est super géniale. Je ne sais jamais comment elle s'appelle, mais si vous allez sur Google et que vous tapez Simon Sinek et que vous tapez la question « Do you love your wife ?» vous allez tomber sur une vidéo de Sinek qui doit faire 11 minutes ou 12 et qui commence très très rapidement par la question, le journaliste qui interviewe Sinek dit vous allez nous parler de leadership aujourd'hui, et Sinek il lui dit très très vite j'ai une question à vous poser, est-ce que vous aimez votre femme? Et le journaliste lui dit oui, et Sinek lui dit ouais, prouve-le. C'est quoi les métriques que tu utilises pour voir que tu effectivement aimes ta femme et que tu fais ce qu'il faut, etc. Et pendant 12 minutes, il explique la notion d'empathie, de constance, etc. Et là, il en parle beaucoup plus succinctement, peut-être qu'il a développé cette vidéo un peu plus tard. Mais ce que Sinek essaie d'expliquer, c'est que si on n'est pas en contact, si on n'est pas en contact fréquent, si notre façon de piloter est une façon distante, alors on ne va pas ressentir nos collaborateurs de la même façon que si on s'intéressait à eux, si on parlait d'eux, etc. Quelqu'un qui est dans cette assistance-là, à côté d'Emmanuel, a plein d'exemples dans son propre bouquin, lui, sur comment on se préoccupe de ses collaborateurs, comment on est proche, etc. Mais on le laissera nous en parler, je suppose, pendant la partie interactive à la fin. Ce que Sinek n'avait pas écrit, parce que son bouquin, il date d'il y a 10 ans, c'est ce qu'on a nous tous constaté quand on s'est retrouvés en confinement, pour ceux qui l'ont été, c'est qu'effectivement, avec le confinement, soit dans les équipes dont nous faisions partie, soit par rapport aux équipes que nous étions censés piloter, on s'est retrouvé avec l'absence de proximité. Et l'absence de proximité nous a rendu difficile le fait de travailler, d'imaginer ce qui était bon ou ce qui était possible pour nos collaborateurs, ou nous a pas permis, nous, de l'exprimer de la même façon que ce que l'on faisait habituellement avec nos leaders. Et ça a conduit à ce qu'on sait, à savoir des gens qui ont craqué. Ça a conduit à ce que, des choses positives aussi, à ce que des leaders remettent en place du lien pour pouvoir faire de l'empathie, pour pouvoir être au contact, pour pouvoir être proche de leurs collaborateurs, autour de cafés virtuels, autour de tours de table pour commencer les sessions, comment tu vas, quelle est ton actualité personnelle aujourd'hui, des choses comme ça, parce que c'était le moyen de lutter contre toutes les dérives qu'il peut y avoir quand il n'y a pas d'empathie. Et Cyril va vous parler d'un très chouette exemple de dérive. Alors, Simon Sinek revient sur une expérience célèbre qui s'appelle l'expérience de Milgram, qui est un chercheur américain, et c'est une expérience qui a eu lieu dans les années 50, où en fait, ils ont réuni des volontaires pour une expérimentation en leur disant, voilà, vous êtes professeur, enfin, vous jouez le rôle d'un professeur, et on a recruté des étudiants avec qui vous allez faire une expérience. Et alors, il y a un expérimentateur qui est là à côté de vous, en blouse blanche, qui va vous guider pour faire l'expérimentation. Donc, c'était volontaire, mais je crois qu'ils étaient un petit peu payés pour ça, etc. Enfin, comme ça arrive parfois quand il y a des expériences comme ça. Dit, voilà, l'étudiant qui est à côté de vous, donc ils étaient ensemble dans la même pièce, on va leur mettre un appareil électrique, et en fonction des réponses qu'ils vont donner aux questions qu'on va leur poser, s'ils se trompent, vous devrez donner un petit coup d'électricité à ces personnes-là. Et puis, plus les réponses sont mauvaises, ou plus les réponses dont la durée ne sont pas bonnes, vous augmenterez, selon ce que vous dira l'expérimentateur, la dose d'électricité qu'il faudra leur donner.
Donc, première expérimentation, les gens sont dans la même pièce. Le professeur, celui qui joue le rôle du professeur, prend la main de l'étudiant et la pose sur l'appareil électrique et lui met la main pour pas qu'il puisse la bouger. Et puis, les questions commencent. Et puis, en fonction des mauvaises réponses, paf, coup d'électricité, etc. Au bout d'un moment, les personnes qui faisaient cette expérience ont dit, bon, bah, j'arrête, hein, parce que je veux pas faire mal à la personne. Donc, je m'arrête au bout d'un certain niveau d'électricité. Deuxième expérimentation, d'autres personnes, mais dans le même cadre, avec l'étudiant qui est au fond de la pièce. Donc, ils sont plus en proximité, ils se voient plus vraiment dans le fond des yeux. Et là, dans ce cas-là, au lieu d'avoir 70% des personnes qui disent non, j'arrête au bout d'un certain niveau, bah déjà, il y en avait beaucoup moins, je crois 60% qui allaient un peu plus loin et qui n'abandonnaient pas. Et troisième partie de l'expérimentation, les étudiants étaient mis carrément dans une autre pièce. Donc, ils n'étaient pas visibles. Par contre, quand ils hurlaient parce que c'était trop fort, on les entendait. Et ben dans ce cas-là, il n'y a eu que 35% des gens qui ont abandonné avant de tuer la personne. Ah. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand on voit tuer la personne. Pardon? Qui ont abandonné avant de tuer la personne. Oui, c'est ça, avant d'aller au maximum, ou potentiellement, c'était marqué sur l'appareil, vous pouvez tuer la personne. Et donc, les résultats n'étaient pas du tout attendus comme ça. Et Simon Sinek conclut en disant, effectivement, ça, c'est l'effet de l'attraction. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas visible, qui est loin, vous pouvez beaucoup plus facilement lui faire du mal que si c'est quelqu'un qui est que vous avez touché, à qui vous êtes proche. Et donc, cette expérience est restée célèbre pour illustrer en fait ce qu'on entend par l'abstraction. Et il y a un résumé qu'on vous a repris tel que, hein. Si on travaille dans une entreprise, on ne connaît pas les gens, on travaille avec des lignes Excel. Si on travaille dans une entreprise où on connaît les gens, on travaille avec des gens. La citation de Staline, elle est absolument atroce, mais elle illustre ça très très bien. La mort d'un homme, c'est une tragédie. 1 million de morts, c'est une statistique. Quatrième concept, le nombre d'or de Dunbar. Dunbar, c'est un professeur aux États-Unis qui a fait une théorie sur le nombre idéal pour que des personnes puissent interagir de manière qualitative au sein d'un groupe. Et pour lui, cette limite est de 150 personnes. Au-delà de 150 personnes, c'est compliqué d'avoir des rapports, si ce n'est intimes, en tout cas proches, parce qu'on n'est plus capable d'avoir des interactions qualitatives avec plus que ce nombre-là. Donc, oui, pardon, excuse-moi. Donc lui, il a fait effectivement des études là-dessus. Évidemment, dans ces expérimentations, il voit bien qu'entre 100 et 230 personnes, il y a une valeur admise, mais qui en général tourne aux alentours de 150 personnes. Et c'est lié, alors maintenant on arrive à le démontrer, à notre limite en fait physique de notre cerveau, qui fait que au-delà de ça, on a du mal à avoir dans notre cerveau un certain nombre de connexions simultanées avec des personnes. C'est pour ça que évidemment, on va retrouver dans pas mal d'organisations de plus en plus, mais c'est pas nouveau évidemment, des tribus entre guillemets. Les tribus du néolithique étaient aussi limitées généralement à un maximum 150. Et d'ailleurs, c'est un grand nombre, mais c'est un nombre qui a permis aussi à Sapiens de se démarquer de l'homme néandertal, par exemple, puisque en fait, l'homme néandertal, c'était des groupes qui étaient en général de 10 ou 15 personnes. Sapiens était capable d'aller jusqu'à 150. Et donc forcément, quand on est 150, on est plus fort que quand on est une vingtaine. Et ces 150, c'est un exploit en termes de capacité sociale, mais ça a une limite quand même. Et donc, avoir des bonnes relations avec 150 personnes, il y a peu d'animaux qui peuvent s'en targuer. Néanmoins, c'est quand même une limite. Donc, il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles il y a eu cette idée qui a été mise en avant en limitant les organisations à des sous-groupes.
Moi, j'aime beaucoup Kazuo Inamori, qui a écrit une théorie qui s'appelle Amoeba Management, dans lequel en fait il a expérimenté au sein de ses entreprises, Kyocera, Japan Airlines, des groupes, des mini-entreprises qui limitaient à 50 personnes maximum. Et il disait, bon, s'il fallait monter jusqu'à 150, c'est possible, mais pas au-delà. Et donc, voilà, il avait repris aussi ce nombre-là. L'influence des leaders sur le système, ça c'est le 5e point de Simon Sinek, enfin celui qu'on a, le 5e point qu'on a décidé de retenir, c'est en fait l'influence que, en tant que leader d'une équipe ou leader d'une situation, vous avez sur l'environnement autour de vous, que ce soit l'équipe et de manière plus globale sur la culture et l'émergence d'une culture au sein d'une organisation. Donc il y a le niveau individuel, il y a le niveau de l'équipe, et puis il y a le niveau du système qui est l'organisation ou l'entreprise. Développe pas mal Sinek qui développe pas mal dans le bouquin une étude, enfin pardon, les résultats de gestion de certains PDG aux États-Unis et ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là et ce qui s'est passé après qu'ils étaient là. Les exemples qui va traiter le plus, c'est ceux de Jack Welch, de General Electric, et de, je ne sais plus comment s'appelait le prénom de Sénégal, enfin le patron de Costco. Et c'est des gens qui avaient un discours en tant qu'entrepreneur, en tant que patron d'entreprise, totalement différent. Welch a été extraordinairement aimé des actionnaires de General Electric parce qu'il a expliqué dès le départ qu'il était là juste pour eux. Et que donc, ce qui l'importait, c'était la profitabilité et quelle était la partie de cette profitabilité qu'il pouvait restituer aux actionnaires, puisque c'est les actionnaires qui avaient mis l'argent dedans et que sinon l'entreprise n'aurait rien pu faire sans ces actionnaires-là. C'est un homme qui a donc extrêmement modélisé la quantification des choses. C'est l'époque où General Electric a, avec d'autres entreprises, mais mis en œuvre le Six Sigma et inventé le Six Sigma. Même si ce n'est pas chez General Electric que ça a commencé, il n'empêche que tout se quantifiait. Et jusqu'à un point où les RH avaient pour consigne de dire le dernier Sigma, des moins performants, il doit être viré tous les ans. Donc tout était mesuré à tous les niveaux et ça a permis à l'entreprise ça a été un énorme coup de boost. Elle a grandi, elle a racheté, elle a été super performante, elle a vachement bien craché. Et une fois qu'il a été parti, elle ne s'est pas totalement crachée, mais elle est retombée dans sa superbe, évidemment. Elle est retombée de sa superbe parce que, alors pourquoi je dis évidemment, c'est pour ceux qui étaient là il y a un mois sur l'histoire de David Marquet et de son sous-marin. On a parlé de quand un bon manager, ce n'était pas quelqu'un qui, lorsqu'il quitte sa boîte, était à moins d'effets, à moins de résultats, c'est le contraire. Et Welch, ayant tout axé sur les chiffres et pas sur les gens, n'a pas pu, une fois qu'il était parti, n'a pas donné d'élan aux gens et comme il y avait peut-être quelqu'un qui était moins préoccupé des chiffres que lui ou encore moins charismatique que lui, ça s'est dégradé. Sinégal, le patron de Costco, a été un des premiers à payer plus que le minimum du marché, a été un des premiers à parler de développement de carrière pour tous les collaborateurs, à parler d'avantages, à parler de choses qui n'étaient pas uniquement la productivité des choses. Et quand il est parti, Costco a continué à performer. Alors, on ne peut pas dire que GE s'est cassé la gueule monstrueusement, mais GE a été vendu en morceaux. GE a eu besoin à certains endroits de passer en Chapter 11 quelques années. Ça n'a jamais été le cas de Costco, même longtemps après que Sinégal soit parti. Et donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que c'est normal de vouloir gagner et c'est bien, okay, notamment parce qu'il y a une hormone qui nous dit que c'est bien de gagner, d'accord, mais qu'il faut, pour que le désir soit sain, pas nuisible à l'organisation dans son ensemble, évidemment, ça ne peut pas se faire au détriment des collaborateurs. Alors, tout ça pour énoncer quelque chose qui peut paraître une évidence, certes, mais quand on regarde la façon dont sont pilotés et les enjeux qu'on demande aux entreprises, eh bien, c'est pas si évident que ça. Quand on regarde qu'une entreprise qui se développe bien, qui croit se fait exploser dans son cours de bourse parce qu'elle communique des résultats qui n'étaient pas ceux attendus, même pas par les actionnaires, par les analystes,
on s'aperçoit que finalement, le pilotage à court terme, c'est quand même ce qu'on voit le plus. Et que le pilotage à coup de chiffres, ne s'intéressant pas aux collaborateurs, pour toutes les raisons qu'on a expliquées avant, a peu de chances d'être efficace sur la durée. Tiens, il y a des gens que je connais sur ce slide. Donc évidemment, l'idée c'est quoi? C'est de se dire que si le leader se préoccupe d'abord de ses intérêts avant de s'intéresser aux intérêts des personnes avec qui il travaille, eh ben, il y a peu de chances que l'entreprise soit pérenne. À l'inverse, si un leader se préoccupe d'abord des intérêts des personnes qui sont dans son organisation, qu'il est authentique, qu'il s'intéresse pour de vrai aux personnes, alors, et surtout qu'il est prêt en cas de coup dur à les protéger et lui-même prendre sa part pour les protéger, alors évidemment, ça va influencer énormément sur la culture de l'organisation et cette organisation va certainement être plus performante, avoir plus de coopération, plus d'entraide, parce qu'elles ont confiance dans leur leader. Non, un slide avant, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et ça nous a permis de mettre un petit slide de lien avec la présentation du mois dernier sur donc Renverser la vapeur, le bouquin de David Marquet. L'idée, c'était juste de dire que… alors, il le cite, Sinek le cite dans le bouquin, il en parle, il donne son exemple, et de reprendre la notion d'objectifs communs ambitieux, mais de les dépasser ensemble, de se challenger, mais de se challenger avec bienveillance, pas avec une pression extérieure, pas avec une pression trop grande, créer un cercle de sécurité. C'est pas évident quand on est un navire de guerre nucléaire et que on peut se faire détruire sans avoir rien vu, avoir à détruire sans avoir vu. Il faut créer à l'intérieur une équipe qui va avoir la capacité de se faire confiance les uns aux autres, de se motiver les uns les autres, de s'aider les uns les autres. On a expliqué ce que ça générait et sur quoi ça se nourrissait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il finit le bouquin en donnant plein d'exemples, et notamment celui-là, et on voulait faire le lien avec la présentation de la dernière fois. Et effectivement, concrètement, il a appelé ce livre comme ça parce que les Marines aux États-Unis ont cette culture où les officiers mangent après les non gradés. Et c'est vraiment une pratique qui, quand on ne la connaît pas, peut étonner. Voilà. Chouette. On te redonne la main pour faciliter. Oui, donc merci vraiment beaucoup à vous deux d'avoir préparé ça. Je voudrais vous montrer donc juste les deux prochaines interventions. Donc le 21 avril, Emmanuel France Mercadal, dont je vous ai parlé, je crois tout à l'heure, le leadership aligné tête corps cœur. Le 19 mai, le patron qui ne voulait plus être chef. Peut-être notez déjà dans votre agenda parce que ça permet d'avoir des repères plus fixes. Et avec grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à tous.